Bonjour à tous et merci d'être venus pour assister et participer à ce webinaire sur les IST. Moi, je suis Hélène Bazus, je suis infectiologue à Lens, en particulier au CGID et au service de maladies infectieuses. Et du coup, j'ai préparé ce diaporama avec le docteur Laurence Meyer du laboratoire Saint-Lab. Donc, c'est une collaboration ville-hôpital. Et l'idée est de faire le point sur les actualités concernant les infections sexuellement transmissibles, les bonnes pratiques de dépistage, de diagnostic, donc comment prescrire et comment prélever. Voilà. Alors pour commencer, on va resituer bien de quoi on parle. Très longtemps, on a parlé de MST, maladies sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, on préfère le terme d'IST, infections sexuellement transmissibles, parce qu'on va le voir, elles sont pas forcément symptomatiques et elles sont même très souvent asymptomatiques. Néanmoins, c'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qu'on ne transmet pas l'infection et qu'on ne peut pas développer plus tard des complications. D'où l'importance de les rechercher en dépistage et de les prendre en charge. Donc de quelles infections parle-t-on? Rapidement, il y a des bactéries, des virus, des parasites. Donc en termes de bactéries, celles qu'on connaît bien, c'est la syphilis, les chlamydia, les gonocoques. Et puis on parlera, d'une infection émergente pour lequel il y a des actualités toutes récentes, de février, qui sont les infections à Mycoplasma genitalium qu'on peut maintenant, rechercher chez les patients symptomatiques. On y reviendra. Les virus, classiquement VIH, hépatite B, hépatite C. Alors hépatite C, c'était pas vraiment une infection sexuellement transmissible. Le vecteur, c'est principalement le sang, mais on sait qu'il y a des transmissions sexuelles, particulièrement, chez les hommes ayant des rapports avec les hommes. Ça peut être recherché, dans ce cadre-là. Et puis les infections, finalement, les IST les plus fréquentes et les plus répandues sont virales, c'est le papillomavirus et l'herpès, mais on verra que c'est pas des infections qu'on va dépister. Et puis pour les parasites, le trichomonas qu'on ne dépiste pas non plus. Alors j'ai insisté sur le terme de dépister pour distinguer, dépistage et diagnostic. Pour rappel, le diagnostic, ça implique qu'il y a des symptômes cliniques qui vont conduire à la recherche d'une cause infectieuse, donc un tableau d'urétrite, un tableau de vulvovaginite, de cervicite, d'anorexite. Dépistage, là, on va être chez une personne asymptomatique, mais qui a des facteurs de risque, donc ici des expositions sexuelles. En dehors de tout point d'appel clinique, on va aller rechercher de façon systématique. Donc là, on est dans une démarche de santé publique, dans la prévention secondaire. Heu, pour arriver à ce dépistage, ça nécessite d'aborder la sexualité comme composante de la santé. C'est vrai que souvent, quand on voit les patients, on les interroge sur, est-ce qu'ils fument? Est-ce qu'ils boivent de l'alcool? Comment ils mangent? Est-ce qu'ils ont une activité physique? La sexualité, c'est plus difficile de l'aborder. Ça peut être difficile pour le médecin parce que c'est pas forcément évident, de parler, de toucher à l'intime. Ça peut être difficile aussi pour le patient parce que quand on est devant son médecin de famille qui soigne aussi, les parents, les enfants, le conjoint, la conjointe, on n'a pas forcément envie, d'aborder cette partie-là de sa vie. Ça peut être difficile pour les 2 et ça peut aussi très bien se passer et être intégré à l'interrogatoire, mais dans ce cas-là, il y a pas de sujet. On a le droit de pas être à l'aise, pour parler de sexualité ou d'avoir des patients qui sont pas à l'aise pour en parler avec nous. C'est pas un choix, c'est comme ça. C'est pas Il y a pas de jugement là-dedans, c'est simplement qu'on sait que ça peut être difficile. Par contre, il faut être en capacité de connaître le CGID de son secteur. Donc les CGID, pour rappel, c'est les centres gratuits d'information, dépistage et diagnostic du VIH, des hépatites virales et des IST. C'est les «descendants» entre guillemets, des CDAG-CIDistes et c'est des centres qui ont vocation aujourd'hui à être des centres de santé sexuelle dans lesquels on va pouvoir faire un dépistage complet, une information, proposer des stratégies de prévention. Donc si on n'est pas à l'aise, on a tout à fait la possibilité d'orienter et a priori, vu qu'on est au comité ville-hôpital, vous êtes du secteur de Lens, donc le CGID, il est sur Lens, au pavillon C2 de l'hôpital. Alors, pourquoi on parle des IST? Parce que ce sont des infections qui sont, en recrudescence, depuis, quelques années. Si on remonte à avant ces courbes-là, en fait, c'est des infections qui avaient quasiment disparu à la fin des années 90 parce que les gens avaient très, très peur, du VIH/SIDA
et donc ils se protégeaient, ils protégeaient énormément les rapports. On avait un usage de préservatif qui était quasi systématique et donc on avait presque plus d'IST. D'ailleurs, la déclaration obligatoire pour la syphilis, elle s'est arrêtée, en 2000. Or, c'est à ce moment-là, en fait, que, le VIH faisant moins peur, parce qu'il y a des traitements, parce que les gens, ne meurent plus, systématiquement, qu'on a une espérance de vie avec le VIH qui s'allonge, heu, il y a un relâchement des pratiques de prévention. Il y a un relâchement aussi d'ailleurs des campagnes de prévention, puisqu'on fait beaucoup moins de prévention au milieu scolaire à partir des années 2000. Et de ce fait, on a une réémergence de ces infections sexuellement transmissibles et cette réémergence, elle va vraiment s'accélérer à partir de 2010-2012. Vous voyez les cassures dans les courbes, alors la première courbe, c'est la syphilis. Alors les infections, elles sont vraiment, plus importantes dans la communauté des hommes ayant des rapports avec les hommes. Mais en fait, si on zoome, on verra qu'il y a aussi, une, ascension, enfin une augmentation de l'incidence de ces infections, chez les femmes et chez les hommes hétérosexuels. Sur l'ensemble des courbes, on voit qu'il y a une augmentation d'incidence des cas donc de syphilis ici, gonocoque sur la courbe en haut à droite et en bas chlamydia, qui, débute à partir des années 2000 donc en lien avec le relâchement des pratiques de prévention et qui va, s'accentuer à partir de, 2010-2012 surtout. Donc ça se voit bien pour la syphilis, donc particulièrement dans la communauté des hommes ayant des rapports avec les hommes, hein. HSH, c'est ce que ça veut dire, hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Et pareil pour le gonocoque, avec quand même une, augmentation, d'incidence chez les femmes et les hommes hétérosexuels. Pour le chlamydia, c'est la seule infection pour laquelle on a une incidence plus importante chez les femmes, probablement parce qu'elle est plus, dépistée puisque ça fait partie des recommandations, chez la femme jeune en systématique. Donc des incidences en hausse depuis les années 2000 et encore plus depuis 2012. Pourquoi? Parce que, on a eu, les, IST se sont trouvés des partenaires de choix, au travers des applications de rencontres. Parce qu'en fait, avec ces applications, il y a de plus en plus de rencontres enfin, de courte durée, avec des gens qui se rencontrent pour un soir, avec des rapports, voilà, on se connaît pas, on a une sexualité qui arrive rapidement dans la relation et puis, qui est beaucoup plus facile en fait, pour faire des rencontres. Et puis il y a aussi une évolution en parallèle de la sexualité avec, une banalisation de la sexualité orale et anale et des transmissions bucco-génitales qui sont très fréquentes avec des gens qui ont une méconnaissance puisque souvent on nous dit: «Non, non, mais c'est bon, je me protège». Alors oui, le préservatif il est encore utilisé pour les pénétrations souvent. Par contre, pas du tout pour les rapports bucco-génitaux et bon, ça se comprend, hein, mais il faut savoir que, les infections bactériennes, chlamydia, gonocoque, syphilis, se transmettent avec un taux exactement, superposable, que le rapport soit une pénétration vaginale ou anale ou, une fellation ou un cunnilingus et donc là, ça souvent les gens n'ont pas conscience de ce risque-là et donc on a énormément, notamment pour la syphilis, de transmission bucco-génitale. Ces infections, elles sont souvent asymptomatiques. Alors on parle, en histoire de la médecine, de la grande dissimulatrice pour la syphilis. Effectivement, il y a plein de stades où elle peut passer totalement inaperçue. Le chancre, il est toujours là, le chancre d'inoculation, mais s'il est profond ou s'il est anal, on s'examine pas l'anus tous les matins. C'est des chancres qui font pas mal du tout, donc on ne le sent pas, et donc on peut totalement passer à côté. Il y a des phases de latence entre les phases cliniques qui peuvent être plus ou moins longues et pendant lesquelles il y a aucun symptôme et néanmoins, l'infection est là, elle risque d'évoluer vers une forme grave, hein, avec, des découvertes à des stades neurologiques, vasculaires, osseux ou à des formes à risque de transmission verticale chez les femmes, puisque maintenant ça arrive tous les ans, on a des découvertes pendant la grossesse. Alors c'est découvert au premier trimestre, on peut traiter et prévenir quand même le risque de transmission et de syphilis congénitale. Mais ça reste des grossesses pathologiques qui vont, générer un stress, qu'on aurait pu s'épargner en faisant un dépistage avant la grossesse. Pour le chlamydia, il est asymptomatique dans 50 des cas chez l'homme et jusqu'à 90 chez la femme. Donc si on dépiste pas, c'est compliqué de le trouver. Les avec des risques de complications, y compris en cas de portage asymptomatique, puisqu'il peut y avoir des lésions internes et le chlamydia est une des principales, causes de grossesse extra-utérine et est incriminé,
dans un grand nombre de cas de troubles de fertilité. Le gonocoque, alors, pendant très longtemps, on a dit que le gonocoque, c'était souvent symptomatique. C'est vrai que quand c'est symptomatique, c'est très bruyant, hein, c'est ce qu'on appelait, vulgairement parlant, mais de façon imagée parlante, la chaude-pisse. Dans 70 des cas néanmoins, c'est asymptomatique et ça, on le sait depuis qu'on a changé de méthode de dépistage puisque pendant longtemps, on a recherché le gonocoque uniquement par culture avec, un germe qui est très fragile et qui est difficile finalement à cultiver, qui est fragile au transport, et donc on avait une faible rentabilité de la culture. En revanche, quand on fait de la PCR, là, on détecte beaucoup plus, et on se rend compte que dans, beaucoup de cas, c'est asymptomatique. Enfin, les infections virales, donc VIH, hépatite B, hépatite C, en dehors de la phase de primo-infection qui peut être symptomatique, mais c'est loin d'être, la majorité des cas, ou des complications tardives, finalement, on a peu de symptômes, de ces infections. Alors, je vais laisser la parole à madame Meyer pour la partie biologique. Alors, moi, je vais intervenir au niveau du dépistage. Quels sont les IST qu'on va dépister et comment? Alors, au niveau, il y a certains pour lesquels on va dépister par une simple prise de sang et d'autres sur lesquels il faudra des prélèvements locaux. Alors, je vais commencer par le VIH, hein. Alors, le sérologie VIH, ça se fait par une simple prise de sang. Le patient, alors ce qui a été modifié depuis, janvier, 2023, c'est que le VIH est pris en charge à 100 par, la CPM. Donc, n'importe quel patient peut venir se présenter dans n'importe quel des laboratoires et venir faire une prise de sang pour faire un dépistage de VIH. Donc, s'il a un doute ou, il a envie de prendre tout d'un coup, il a envie de faire un dépistage de VIH, on n'a pas besoin d'ordonnance puisque l'ordonnance, c'est nous qui la fournissons et c'est une prise en charge à 100. Les TROD et les autotests, c'est beaucoup moins précis et c'est vrai que s'il y a une suspicion de primo-infection, il vaut mieux faire une charge virale directement. Je vais revenir sur le dépistage sans ordonnance. Le patient n'est pas obligé d'avoir un médecin traitant. Si jamais le résultat nous revient positif, si on a un médecin traitant, on sera amené à prévenir le médecin traitant. Autrement, si la sérologie est positive et qu'on n'a pas de médecin traitant, on l'enverra justement soit à Lens, soit à Tourcoing sur les Corées VIH et ça marche très bien. On a ensuite les dépistages d'hépatite B, hépatite C, c'est la même chose, c'est par prise de sang, comme la syphilis, et ça se fait sur prescription médicale uniquement. Il faut savoir que pour le dépistage, également, je vais en parler tout de suite maintenant, le dépistage des IST, on est en attente en fait d'un décret permettant d'aller un peu plus loin et que les patients puissent le faire sans ordonnance, justement pour éviter peut-être ce passage chez le médecin qui est toujours un peu péjoratif pour certains patients et que les patients se fassent dépister un peu plus facilement. On aura ensuite les clames gono. Alors, on pourra dans les DST, les clames de gono. Donc, les clames gono, là, ça se fait par PCR. C'est généralement une recherche couplée. On a maintenant tous des kits permettant la recherche couplée de chlamydie, trachomatis et de Neisseria. Chez les femmes, ça va se faire, alors on va inciter de plus en plus les dames, aux femmes à les faire par autoprélèvement. Il faut essayer de prescrire de moins en moins des prélèvements urinaires. C'est vrai que c'est plus facile pour les patientes, mais ça donne de moins bons résultats, c'est moins fiable. C'est vrai que les préconisations de la l'HAS, c'est de faire un dépistage soit par prélèvement vaginal, soit par autoprélèvement. On peut également les faire en anal et on peut les faire également en pharyngée. Il faut savoir également que dans le cadre des remboursements, ça paraît peut-être trivial, on a droit à jusqu'à 3 localisations prises en charge. Chez l'homme, on fera sur premier jet d'urine de préférence des urines du matin. On pourra également les faire en urétral. Alors ça dépendra également des laboratoires. Certains laboratoires pourront les faire en urinaire et urétral, d'autres le feront qu'en urinaire. Sur prélèvement anal, prélèvement pharyngé également. D'où l'importance quand les patientes doivent faire de tels dépistages, c'est de voir avec les laboratoires où elles vont pour voir les kits dont elles ont besoin. Parce que des fois, en fonction des automates qu'on utilise, les kits ne sont pas forcément
peuvent ne pas être interchangeables. L'herpès, généralement, il n'y a plus d'indication de dépistage. Ça reste certains dans le dépistage de l'herpès est fait que dans certains cas, c'est chez les femmes enceintes et dans le cas de transplantation rénale. L'indication, il n'y a pas d'indication de faire la sérologie de chlamydia trachomatis, c'est un dépistage. Donc, de toute façon, à partir du moment où votre patient aura fait une infection à chlamydia, il sera positif. Donc, on est incapable de dire à ce moment-là, par la sérologie, si le patient est encore, s'il est encore contaminé ou pas. Donc, aucun intérêt, pas d'indication particulière. Les mycoplasmes, il n'y a pas d'intérêt, sauf maintenant les mycoplasmes génitalium. Alors, les mycoplasmes génitalium, j'en reparlerai encore un petit peu après, c'est passé à la nomenclature sous certaines conditions. Il n'y a pas très longtemps, en février de cette année. Par contre, ça ne doit pas être fait dans les dépistages systématiques des IST. Donc, quand on veut rechercher une IST chez une patiente ou un patient, il faut vraiment faire ces hépatite B, hépatite C, syphilis et également recherche de clam gono. Mais par contre, le mycoplasme génitalium sera plutôt réservé dans le cas d'urétrite et de cervicite symptomatique pourra également être fait alors je en reparlerai après, et l'HPV, il n'y a pas d'indication à faire un dépistage de HPV dans le cadre des IST. Par contre, on refera les dépistages d'HPV dans le cadre de prévention des cancers chez les patientes. Alors, à quel moment on fait ces dépistages? Donc pour tout le monde, on les conseille à des moments clés de la vie. Donc, en fait, à chaque fois qu'on change de partenaire, qu'il y a une nouvelle relation, bah, on fait le point sur où on en est par rapport aux IST. À l'occasion d'une grossesse, bah, a priori, il y a eu exposition sexuelle, donc on fait un point sur l'ensemble des IST, pardon. À l'occasion d'une IVG, donc il y a une recommandation très claire pour le dépistage du chlamydia, trachomatis lors de la prise en charge d'une IVG. Mais en fait, tant qu'on fait un dépistage d'une IST, il faut chercher, l'ensemble des IST dépistables et puis en cas d'agression sexuelle. Ensuite, autre, opportunité de dépistage, bah, c'est des points d'appel cliniques. À partir du moment où on traite une IST, bah, il faut chercher toutes les autres. Alors toutes les autres, celles qu'on a retenues dans la liste des IST à dépister, hein, voilà et après ça peut être évidemment, sur point d'appel, clinique parce qu'il y a un symptôme, mais là on n'est plus dans le dépistage, on est dans le diagnostic. Et puis, on va proposer des dépistages ciblés en cas de facteur de risque. Alors, ce que l'HAS décrit comme, facteur de risque, c'est un multipartenariat et on est multipartenaire à partir du moment où on a au moins 2 partenaires dans l'année. Donc quand on n'est pas en couple stable, bah, ça peut aller vite, hein. Si on découvre une IST chez un partenaire, si on a un antécédent d'IST, alors après c'est à discuter, hein, c'est pas parce qu'on a eu un chlamydia une fois dans sa vie qu'après on va se faire dépister tous les ans, mais voilà, s'il y a toujours une sexualité, multipartenaire, bah, faut renouveler ce dépistage. Chez les hommes ayant des rapports avec les hommes, s'ils sont multipartenaires et chez les travailleurs, travailleuses du sexe. En cas de multipartenariat, le dépistage est recommandé au moins une fois par an, fréquence à évaluer en fonction, bah, du nombre de partenaires, de la fréquence des rapports. Et puis chez les hommes ayant des rapports avec les hommes multipartenaires et les travailleurs, travailleuses du sexe, on recommande un dépistage trimestriel. Donc par exemple, les patients qui sont suivis pour la PrEP, donc qui sont dans un programme de traitement prophylaxie pré-exposition, je veux dire, du VIH, ils prennent ce traitement parce qu'ils ont une sexualité multipartenaire à risque et dans le cadre du suivi de la PrEP, on va les dépister tous les 3 mois. Et Hélène, ce que j'ai oublié de Alors dire aussi, c'est que dans le cadre des dépistages des IST, en cas de clam gono positif, n'est pas obligé d'essayer de dépister le partenaire, hein, le ou la partenaire. tout à fait, ouais et il faut inciter le patient à informer son partenaire, donc à Voilà. faire ce qu'on appelle une notification au partenaire, son ou ses partenaires du coup, pour qu'ils viennent se faire dépister et qu'ils aient accès à un traitement. Alors, un petit focus, au laboratoire parce que, avec le covid, on a prescrit pas mal de dépistage en ville, pour les patients du CGID, notamment les patients PrEP et puis on a plusieurs patients qui sont maintenant suivis, en ville.
et qui nous font des retours quand on les revoit en consultation et attention à des choses où nous, un prélèvement, c'est un prélèvement. On se rend pas forcément compte que ça peut être gênant pour le patient. Mais voilà, des petites choses qui m'ont été rapportées par le patient qui me dit: «Bah oui, j'étais très, très gênée parce que moi je travaille à la gare, donc je connais tout le monde dans ma commune et puis je vais au laboratoire et à l'accueil, la personne, elle interpelle sa collègue en criant: "Est-ce que tu as bien l'écouvillon anal pour monsieur machin?"» Bon, voilà, donc on en a ri, il était pas, traumatisé non plus, mais c'est des choses qui peuvent être gênants pour les patients, donc attention à la confidentialité. C'est vrai pour tous les prélèvements, mais encore plus, quand on est sur, des prélèvements qui touchent à l'intime. Heu, Après on a eu aussi des retours patients, qui ont dû revenir plusieurs fois parce qu'on leur avait pas donné le bon écouvillon. Donc quand les PCR Clam-Gonod ne sont pas faits sur site, se renseigner sur quel automate, va être utilisé par le laboratoire à qui on adresse l'analyse, parce que tous les automates ne sont pas compatibles avec tous les écouvillons et les milieux de transport. Donc bien vérifier, qu'on a le bon matériel pour éviter de faire revenir le patient. Et puis autre, remarque, retour que j'ai eu, c'est parfois, c'est vrai que souvent les infirmières au moment de faire le prélèvement, elles demandent pourquoi on fait l'analyse. Il y a pas de souci à poser cette question. Par contre, il y a des patients qui se sont sentis jugés parce que quand ils ont expliqué qu'ils avaient une sexualité multipartenaire, qu'ils prenaient la PrEP, voilà, on leur a fait des remarques sur le fait qu'ils utilisaient pas de préservatif ou pourquoi ils avaient une sexualité de ce type. Donc c'est important dans le cadre professionnel d'avoir alors des jugements, on en a tous, c'est humain, mais d'avoir ce que les associations militantes appellent, je trouve très justement, la suspension de jugement. C'est-à-dire que bon, quoi qu'on en pense, en fait, le patient, il doit pas le ressentir. Lui, on n'est pas là pour juger ses pratiques, on est là pour l'aider dans sa stratégie de prévention. Donc voilà, ça c'est un en termes de savoir-être, des petites choses, sur lesquelles je voulais revenir parce qu'on a eu des retours, de patients dans ce sens. Alors après, un petit focus, on a parlé beaucoup de dépistage, mais c'est des infections aussi qu'on connaît moins bien parce qu'on n'en a plus eu pendant un certain temps, enfin un certain nombre d'années et qui reviennent et parfois peuvent piéger le clinicien. Donc je suis désolée, c'est l'heure du déjeuner, c'est pas forcément les photos les plus glamour, mais bon. Donc la syphilis, on a vu tout à l'heure la grande dissimulatrice parce qu'elle peut, avoir des phases asymptomatiques, mais c'est aussi la grande simulatrice parce qu'elle peut ressembler à tout et n'importe quoi. Donc savoir y penser devant toute ulcération génitale, buccale ou anale. Attention, l'ulcération, elle est aussi d'inoculation et comme je l'ai dit, c'est pas toujours, au niveau génital. Donc le chancre le plus classique, c'est le balano prépucial, chez les messieurs, hein. Mais voilà, pas oublier de regarder dans la bouche. Au niveau vulvaire, ça peut être un peu plus masqué. Au niveau anal, si c'est sur la marge anale, on va pouvoir le voir. Si c'est en interne, on le verra pas et pareil en buccal, ça peut être assez profond et parfois on le voit pas. Et puis devant des lésions cutanées inexpliquées, donc la phase de roséole, elle peut être très, très discrète et parfois le patient lui-même, il l'a pas remarqué, hein. Faut se mettre vraiment à jour frisant pour voir, donc je sais pas si ça passe bien sur vos écrans. Là, on a une belle roséole syphilitique. Après on a des choses beaucoup plus marquées, avec des syphilides palmoplantaires. Alors celles-là, elles étaient caricaturales, hein, mais ce patient, il avait vu plusieurs médecins avant d'arriver au Cégide, hein, c'est un patient de chez nous, et ça n'avait pas été, diagnostiqué. Donc là, on voit très bien la caractéristique, c'est papuleux, donc très infiltré, c'est indolore et on a, là, cette très belle collerette de Biette de desquamation périlésionnelle qu'on voit un peu moins bien là sur les syphilides du torse, hein. Quelques lésions ici, qui desquament un peu. Ensuite sur les infections à chlamydia trachomatis, gonocoque et ou, mycoplasma genitalium, déjà ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a peu de spécificité clinique de la bactérie en cause. Classiquement, on dit qu'une urétrite très purulente, c'est plutôt du gono. Voilà, hein, le tableau de Chaude-Pisse dont on a parlé tout à l'heure. Mais en vrai, quand on voit les patients dans la vraie vie, c'est difficile de vraiment trancher et ça peut ressembler à du gono et être du chlam et vice versa. Donc d'où l'importance quand on fait le prélèvement que ce soit couplé et aujourd'hui, devant un tableau évocateur de vulvovaginite, cervicite ou d'urétrite, en fait, on doit même rechercher les 3, donc chlamydia Mmh. trachomatis, Neisseria gonorrhoeae et le mycoplasme genitalium.
Et donc, c'est depuis février remboursé, puisque pendant longtemps, le mycoplasme, on devait l'envoyer au CNR, il n'y avait qu'eux qui le faisaient, ou alors c'était pas remboursé et c'était facturé aux patients. C'était une PCR qui coûtait assez cher, donc depuis février, on peut le faire. Voilà, donc les vulvovaginites, cervicites, il faut y penser devant des leucorrhées, une dyspareunie qui peut être vraiment un bon signe d'appel, des spottings. Et puis, donc oui, une dysménorrhée avec des métrorragies, intermittentes, ça peut être un signe, notamment d'ailleurs de Mycoplasma genitalium. Mmh. Et puis les urétrites, avec des écoulements qui peuvent être plus ou moins purulents et des brûlures missionnelles. Un tableau qu'on identifie moins bien, donc je pense que devant une urétrite ou une vulvovaginite symptomatique, tout le monde va savoir penser aux IST bactériennes. Devant une anorectite, c'est plus compliqué et parfois c'est des tableaux très bruyants et en fait les patients arrivent fréquemment chez le procto. On pense qu'ils font des hémorroïdes internes ou parfois même des tableaux pseudo-chirurgicaux, avec des douleurs pelviennes, des ténesmes, hein, donc vraiment des fausses envies d'aller à la selle qui décrivent très bien, des rectorragies, des écoulements anaux. Donc parfois, ils sont mal orientés, les patients, hein, ils arrivent, j'en ai déjà eu un, hein, qui s'est retrouvé, aux urgences chirurgicales, alors qu'en fait, si on interroge la sexualité et qu'on va faire, des PCR, juste à la marge anale, de toute façon l'examen, par anuscope, il est impossible, hein, dans ces cas-là, ils sont beaucoup trop algiques, heu, ben, on va dépister un chlamydia ou un gonocoque. Alors souvent les chlamydia, c'est des formes de lymphogranulomatose Mmh. vénérienne, hein, c'est-à-dire des souches de chlamydia, très invasives, souche L et en fait, c'est des patients qui, en traitant, l'IST, donc le gonocoque ou le chlamydia vont guérir, en quelques jours, donc voilà. Ça peut épargner de mauvaises orientations. Ensuite, on vous a fait un petit focus avec Laurence sur le Mycoplasma genitalium parce que justement, on peut le rechercher en diagnostic, hein, je reprécise bien chez les patients symptomatiques depuis février. Donc c'est une IST émergente et c'est une IST qui pose des problèmes de résistance aux antibiotiques et notamment aux macrolides et en raison de l'usage qu'on a fait pendant longtemps de l'azithromycine 1 gramme dose unique dans le traitement des chlamydia. Et quand on regarde la prévalence de la résistance aux macrolides de génitalium, on voit déjà bah, que la France est entre 20 et 40 de résistance, hein, donc ce qui n'est pas du tout négligeable. Et qu'en fait, plus les pays avaient des pratiques de traiter le chlamydia par dose unique d'azithro, plus il y a des taux élevés de résistance de mycoplasme. Pourquoi on ne le dépiste pas? Justement pour cette raison. D'abord parce qu'il est moins fréquemment symptomatique que les autres, qu'à ce jour, on n'a pas répertorié de complications des formes asymptomatiques et surtout qu'on est dans des difficultés thérapeutiques avec des hauts taux de résistance sur cette bactérie. Donc, on préfère pas faire une exposition excessive aux antibiotiques et risquer, de se retrouver dans des impasses de traitement. Laurence, je te cède la parole. Donc, le mycoplasme, donc on le cherche par PCR, donc il est remboursé depuis, février de cette année. Donc, comme disait Hélène, il ne doit surtout pas être recherché dans le cadre de dépistage, des IST qui sont souvent chez des patients asymptomatiques, mais on doit le rechercher au vu, de patients ayant des signes d'urétrite, des cervicites aigus et également chez des partenaires, des patients qui ont été infectés par Mycoplasma genitalium. On pourra également le rechercher dans un… Alors, il faut savoir également que cette recherche est couplée à la recherche de la résistance aux macrolides, justement pour pouvoir adapter le traitement de façon correcte, hein. Donc, c'est obligatoire à partir du moment où un mycoplasme a été détecté, on est obligé de rechercher cette résistance. On peut également, on a la possibilité également de faire une recherche de Mycoplasma genitalium chez des patients dont les symptômes d'urétrite ou de cervicite perdurent et pour lequel ça n'a pas été recherché et pour lequel le clam gono est négatif. Et on peut également le rechercher en contrôle après traitement. Voilà. Donc normalement, Alors, en ah, principe, maintenant, quand on a un PV, on peut être amené à faire une recherche systématique de clam gono et de Mycoplasma genitalium. C'est la même chose dans le cas d'urétrite chez les hommes de faire en systématique. Mais alors par contre, ça c'est obligatoire de faire PU, clam gono et maintenant le mygène.
enfin le mycoplasme. Et pour terminer, on vous a mis un petit tableau récapitulatif synthétique des traitements de ces différentes infections. Donc, pour le chlamydia trachomatis, pardon, le traitement de référence aujourd'hui en première ligne, c'est vraiment la doxycycline, 200 mg par jour pendant 7 jours. Attention, bien rappeler aux patients qu'il faut une photoprotection, enfin éviter l'exposition solaire parce que c'est très photosensibilisant. Et qu'il faut le prendre en mangeant, parce que ça peut, aussi être toxique au niveau œsophagien, la doxy. L'azithro en dose unique, on va le réserver à des situations où il y a un risque d'inobservance, ou s'il y a une contre-indication à la doxy, un patient qui a une œsophagite par exemple, parce qu'en raison du risque de sélectionner des résistances chez Mycoplasma genitalium. Et on va, pas non plus utiliser l'azithro, en dose unique, en tout cas, dans les infections, anorectales à chlamydia, qui sont plus difficiles à traiter. On a plus d'échecs avec l'azithro. Pour le gonocoque, le traitement de référence, c'est toujours la ceftriaxone. Jusque très récemment, c'était 500 milligrammes en dose unique. On est monté à 1 gramme parce qu'il commençait à avoir des souches, un peu moins sensibles à la ceftriaxone. Bon, en pratique, nous, sur le territoire, on a la chance avec le laboratoire, de microbio du CHL d'avoir des antibiogrammes, beaucoup de nos gonocoques. On garde des CMI très, très basses, mais c'est vrai qu'il y a des souches décrites et que cette année, il y a eu plusieurs souches décrites par le CNR et notamment chez des patients qui avaient voyagé en Asie du Sud-Est. Si on a une contre-indication, une allergie vraie aux céphalosporines, par exemple, on conseille de faire une culture et un antibiogramme parce que il y a quand même beaucoup de résistance aux autres classes, d'antibiotiques chez Neisseria gonorrhoeae. Pour ce qui est de Mycoplasma genitalium, sur une souche sensible aux macrolides, on a dit que la résistance serait systématiquement recherchée par le laboratoire, hein, c'est obligatoire. Donc si c'est sensible, c'est de l'azithromycine pendant 5 jours avec une dose de charge le premier jour. Si c'est résistant, c'est de la moxifloxacine, donc l'Isilox, 400 milligrammes par jour, pardon, il y a un petit J qui est sauté, pendant 7 jours. Pour les syphilis précoces, donc dans la première année, qu'elles soient primaires, secondaires ou latentes, s'il n'y a pas de signes cliniques neurosensoriels, et c'est important de s'assurer qu'il n'y a pas d'uvéite, qu'il n'y a pas de trouble de l'équilibre, de vertige, de troubles neurologiques focalisés, parce que c'est pas le même traitement, hein. Si c'est le cas, il faut faire une PL et on est dans un traitement en IV pendant 14 jours minimum, donc il faut orienter vers l'hôpital. Si on n'a pas de signes neuro, on peut traiter par une dose unique de benzatine, benzylpénicilline, hein, l'extensiline, qu'on a maintenant à nouveau dans nos pharmacies, 2,4 millions d'unités en dose unique par voie intramusculaire. S'il y a une allergie à la pénicilline, en l'absence de signes neuro et en l'absence de grossesse aussi, on peut utiliser la doxycycline, 200 milligrammes par jour, là, pendant 14 jours. Voilà. Je vous ai mis les petites références bibliographiques et nous en avons terminé. Nous sommes prêtes pour les questions. S'il y en a. Je vais quitter le partage d'écran pour vous voir peut-être. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses, des expériences que vous voulez partager avec nous? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez? Oui, Oui, oui. bonjour. Bonjour, je suis sage-femme, je travaille en CPEF et je voulais savoir ce que vous préconisez pour les bilans de contrôle. Par exemple, après un dépistage positif CLAM, on traite et combien de temps après vous le faites? Parce que là, moi, je fais, l'AUEC en IVG et a priori, les recommandations, étaient, de pas trop faire ça précocement puisqu'on pouvait avoir, un test qui revient positif jusqu'à 3 mois, voire plus. Alors 3 mois, je sais pas, nous on contrôle à 6 semaines, après Bon. traitement. Mmh. D'accord. Oui, et pour les autres, dépistages, vous préconisez quoi?
Alors, pour le gonocoque, s'il est symptomatique, le contrôle, il peut être clinique. C'est qu'en général, dans les 48 heures, il y a plus de symptômes, ça marche extrêmement vite. Donc, voilà. Si c'est pas symptomatique, on fait le contrôle, en priori, on le fait dans les mêmes délais. On essaye de coupler le contrôle, à 6 semaines. Mais pour le gono, on pourrait le faire plus tôt, à mon avis, parce que ça se négative quand même plus vite. Je sais pas ce que tu en penses, Florence? Oui, non, je suis d'accord. Non, je suis Parce d'accord avec que, toi. avec, une collègue, bon, j'étais dans un autre centre, avec une autre collègue et en fait, il y avait eu un test, de CLAM de fait. Il était revenu positif à plus d'un mois et j'en ai discuté, lors de ma formation et en fait, apparemment, ça peut être ne plus actif, c'est ça? Même Oui. si Mmh. le donc quand c'est comme ça, on peut attendre combien de temps avant de poser notre stérilet? Ah oui. Parce que si Ah! ça revient Ah! positif, heu, on peut se poser la question, est-ce que Ouais, bah, moi j'attendrai le contrôle à 6 semaines, mais effectivement, en fait, le problème, c'est que c'est très sensible. Les PCR, ce qu'on détecte, c'est le matériel génétique, hein, l'ADN, du micro-organisme et du coup, même sur un micro-organisme qui est mort, en fait, on va pouvoir, trouver encore de l'ADN. Par Oui. contre, normalement à 6 semaines, ça s'est négativé, hein, donc moi, j'attendrai le contrôle à 6 semaines pour être sûre, si vous êtes encore positif à 1 mois. d'accord, merci, c'est Je gentil. vous en prie. Est-ce qu'il y a c'était vous qui aviez levé la main? Oui, oui, Mmh. c'était moi, Mmh. pardon, j'avais D'accord, pas OK. Non, non, parce que je vois une main osé. levée, mais du coup très bien. Je m'excuse, pardon. Non, non, mais vous excusez pas, il y a aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si nos collègues du laboratoire de Lens nous ont rejoints et s'ils ont oui, je vois un microbiologiste peut-être. Est-ce qu'il y a des Voilà, choses à oui, oui, bonjour. Non, bonjour. tout était très clair. Oui, pour nous, ça va, oui. On avait déjà on peut parler éventuellement du Trichomonas vaginalis puisqu'on en avait, parlé ensemble, qui ne fait pas partie, a priori des recommandations de dépistage d'IST, bien que ce soit sexuellement transmissible. On peut peut-être en dire un mot? Oui, effectivement, donc c'est une maladie parasitaire qui est sexuellement transmissible, qui est, alors j'ai pas la fréquence finalement de savoir si c'est souvent asymptomatique ou pas, mais C'est à pas l'heure très actuelle fréquent, hein. C'est très rare. C'est pas très fréquent, Hélène. ouais. C'est pas grave du tout. Et alors, à l'heure actuelle, en tout cas, il y a pas de recommandation de dépistage en l'absence de symptômes. Donc, par contre, oui, sur un prélèvement vaginal pour des leucorrhées, alors classiquement, c'est des leucorrhées, verdâtres, pour le trichomonas, on peut faire un diagnostic. Donc on le faisait, pendant longtemps sur l'examen, du prélèvement vaginal. Mais on a aussi maintenant, la possibilité de le faire en PCR avec une meilleure sensibilité, je crois. Tu peux compléter Oui, peut-être oui, Sylvie, il y a un test PCR, qui peut être, réalisé, tout à fait, mais qui est pas pris malheureux pour l'instant, qui est pas pris en charge par la sécurité sociale. oui, c'est hors nomenclature, effectivement. Après, c'est vrai que dans nos kits, on a de plus en plus, des kits où on peut, dépister un peu, où on a les sondes en fait permettant de dépister, plusieurs, IST en même temps, mais pour l'instant, on essaie de se limiter un peu à ce qu'il y a à la nomenclature et aux recommandations. OK. Voilà. S'il y a pas d'autres questions, on va peut-être conclure, Thomas, je sais pas? Juste Hélène, c'est Delphine de chez Filieris. C'était Oui. pour préciser, j'ai remis dans le chat que dans la continuité des actions, moi sans tabou, il y a un webinaire mardi prochain que vous animez concernant la prévention combinée. Tout Voilà, à donc j'ai fait. remis le lien Zoom dans le chat. Voilà. Super.
Merci à vous. Eh ben, merci beaucoup Delphine. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut en rester là. Merci beaucoup Hélène, merci beaucoup Mme Meyer. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, bon après-midi. Après-midi Clément. tout le monde. Au revoir.